Bonjour, je suis Virginie Picon-Lefebvre, je suis enseignant-chercheur, professeur ici à Paris-Belleville. J'accompagne Fabienne Louillot dans une des opérations de l'AMI au titre de l'IPROS, donc qui est le laboratoire de recherche de l'école d'architecture de Paris-Belleville. Et j'ai la joie de devoir animer cette table ronde qui a pour titre du plan aux fonctions et aux usages dans le logement et qui, à l'audition plutôt à la suite d'une réunion préalable, où je me suis rendu compte que, en réalité, les personnes qui sont invitées à la table ronde et qui vont vous parler donc 10 minutes chacune sur leur projet avaient des états, en fait, et des situations qui étaient très très différentes. Et du coup, on a décidé de d'essayer de privilégier un débat à la suite de ces présentations, peut-être plus courte que ce qui était à l'origine prévu. Et donc, je leur demande de bien vouloir donc rester dans ces temps ce temps de 10 minutes pour ensuite avoir un débat entre elles et avec moi et avec la salle et vous permettre donc de poser des questions si vous avez envie d'en poser. L'idée un peu qui m'a intéressée à la suite de cette première rencontre, c'était finalement une question qui me tient beaucoup à cœur, qui est quel peut être le rôle de la recherche dans ces opérations qui privilégient l'action. Ça me semble pas du tout être une question évidente, loin de là. Euh, et, et le rôle de la recherche, c'est aussi d'une certaine manière définir ce qu'est la recherche dans nos disciplines. Alors après, ici nous avons différentes disciplines. Nous avons des architectes, nous avons aussi des enseignants-chercheurs, des sociologues. Et donc, quel est le rôle de la recherche en architecture dans ces opérations, euh, ce qui est quand même une procédure assez originale, je pense, d'être associé. Enfin, on a vu que l'atelier du Grand Paris avait essayé aussi d'associer la recherche et l'action très en amont. On n'en a pas forcément tiré tous les résultats d'ailleurs. Et ici, donc, dans cette opération sur le logement, je suis moi très intéressée par la manière dont les différentes personnes qui sont là, et ce sera le deuxième temps de notre discussion collective, ont finalement défini ce qu'était la recherche et plutôt défini comment la recherche et l'action pouvaient se combiner pour produire des choses qui sont forcément très différentes selon la manière dont on le fait. Voilà, donc je vais donner la parole dans l'ordre que vous avez sur votre petit dépliant, à donc Guillaume Duranel, architecte, maître de conférence à l'ENSA Normandie, qui va donc vous parler de ce dans quoi il est engagé pendant 10 minutes. Merci de tenir les deux. Bonjour, oui c'est bon, ça marche. Donc moi je suis Guillaume Duranel, je suis architecte, maître de conférence à l'ENSA Normandie et j'ai aussi fait ma thèse au LET. Et donc j'interviens dans le projet, dans la démarche toit temporaire urbain à deux titres, en tant que maître d'œuvre, mais également en tant que chercheur dans ce programme. Donc la démarche, très rapidement, je vais vous présenter la démarche toit temporaire urbain, puis ensuite Jodel prendra la suite pour parler de la démarche de recherche-action, intervention qu'on est en train de mener. Donc cette démarche toit temporaire urbain est initiée par des acteurs publics, la Caisse des dépôts, SNCF Immobilier, ICF Habitat et le département du 93 à partir de 2018, autour d'une prise de conscience que dans une situation métropolitaine dense où le foncier est rare, eh bien, il y avait une réserve foncière dans des opérations urbaines où des fonciers restaient vacants pendant parfois des dizaines d'années et qu'il fallait trouver des solutions techniques pour investir ces fonciers-là avec un urbanisme temporaire, mais de haute qualité, enfin, qu'il nommait de haute qualité architecturale et de haute qualité d'usage, donc avec des vrais bâtiments, mais des vrais bâtiments qu'on serait capable de déplacer à moindre coût, enfin, en tout cas, dans un coût maîtrisé. Donc, fort de cette réalisation, ce groupement d'acteurs publics se constitue en groupement de commandes et lance une procédure qu'ils appellent un partenariat d'innovation, qui est donc une démarche qui permet à un acheteur public d'acheter une opération de recherche et développement auprès d'acteurs privés. Et donc, il lance cette consultation pour faire cette recherche
de R&D. Donc, vous voyez qu'on revient encore à cette question de l'innovation comme un modèle qu'on applique. Et il sélectionne une équipe dont mon agence est membre pour développer un système constructif de bâtiments en bois entièrement déplaçables. Alors vous allez voir, le système spatial et technique peut ressembler à des choses qu'on a vues juste à l'instant, mais ce qu'on voudrait vraiment insister, c'est cette démarche de partenariat entre tous ces acteurs-là, la place des architectes sur dans la discussion autour de qu'est-ce qu'on produit vraiment. Parce que assez tôt, du coup, à partir de 2001, quand on est désigné lauréat, on prend conscience que ce qu'on est en train de produire, c'est vraiment un outil et qu'il est important de vraiment questionner ce qui sera fait de cet outil. Alors, en termes de programme, je ne l'ai pas précisé, les bâtiments qui sont développés doivent respecter toutes les réglementations, notamment la RE 2020 avec un objectif de seuil 2028, donc chose qu'on n'arrivait pas à faire technologiquement en 2020, et aussi proposer des programmes qui allaient de l'hébergement d'urgence, du logement familial, du bureau ou de l'équipement. L'idée étant de pouvoir plutôt favoriser des programmes à vocation sociale pour essayer de faire de cette occupation temporaire une vocation plutôt bénéfique pour la société, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, le projet, on est en train de déposer on vient de déposer le premier permis de construire, qui sera un centre d'hébergement pour des femmes victimes de violences à Stein. Et donc, conscient que cette question de la commande, comme l'a dit Madame Bauer, était vraiment essentielle pour assurer la qualité des opérations, on a profité de la démarche engagée pour la qualité du logement demain pour, en fait, lancer une recherche intervention avec un partenariat avec le LET. Donc, je vais laisser Jodelle en parler. Et bonjour. En fait, notre préoccupation, c'était comment trouver sa place dans une démarche qui était assez engagée déjà et comment se donner un rôle qui soit pas seulement celui d'une équipe de recherche qui ferait l'histoire du projet. Dans ce cas-là, ce qui est important, c'est d'être assez au clair sur finalement quels sont les sujets qu'on partage et quels sont les sujets qui sont plus spécifiques aux chercheurs et à leur système d'hypothèses. Le sujet partagé, c'était bien la question de la qualité d'usage et la façon dont elle pouvait cheminer tout au long du projet, d'autant plus que cet enjeu d'usage, c'était pour le groupement TTU, en fait, ce qui pouvait faire la dimension différenciante de leur offre par rapport à bien d'autres types de structures modulaires et déplaçables qui pouvaient exister. Alors, pour le LET, cette question de l'usage, je dirais que c'est un thème de recherche qui est extrêmement ancien et plus encore, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment non seulement elle cheminait à travers toutes les étapes où un certain nombre de décisions se prennent et qui peuvent mettre en péril cette question, et puis comment aussi l'architecture et les architectes engagés dans différentes positions peuvent porter ou pas et à quelles conditions cette problématique de l'usage. Et puis bien sûr la situation partenariale de la recherche. Alors pour dire les choses un peu rapidement, ce qui est vrai, c'est que même quand on est sur un objet commun, quand on arrive en tant qu'équipe de recherche, il y a toujours une forme de petite défiance que peuvent avoir les professionnels vis-à-vis de la recherche et des chercheurs. Toujours une crainte que la position, la posture du chercheur soit trop distanciée, trop critique et finalement peu utile à leurs préoccupations. Et donc, en fait, ce qu'il a fallu, c'est tout de suite construire une relation de confiance pour que on suscite un intérêt pour la recherche. Et donc, ça s'est passé par la proposition de références et de visites et de protocoles de visite qui leur permettraient de capitaliser sur
sur ces moments de visite, à la fois sur des projets de référence, mais aussi dans le cadre de ce qu'on proposait en termes d'évaluation a posteriori de la première opération de déploiement des modules. Et puis, ce qui a été un deuxième élément important, c'est donc de construire aussi des moments de convivialité lors de ces visites. Du coup, ils ont été dans des situations un peu décalées par rapport aux arènes de négociation dans lesquelles ils sont traditionnellement. Et donc, ils ont gagné de la confiance non seulement avec nous, mais peut-être aussi entre eux. Enfin, en tout cas, Guillaume en témoigne un petit peu. Et puis autrement, on a proposé 2 outils de capitalisation qui ne seraient pas juste des outils rétrospectifs de capitalisation. 2 mémentos. Un premier memento sur des enjeux de qualité d'usage. Et on co-élabore en fait ces mémentos avec eux. Donc là, je n'ai pas le temps de détailler, on pourra peut-être en parler s'il y a des questions là-dessus. Et un autre memento qui est sur le montage de l'opération. Et la démonstration qu'on espère pouvoir faire et qui quand même nous semble qu'on l'a enclenché, c'est de démontrer cette articulation entre le technique, la conduite d'opération, chaque instant, chaque étape de la conduite d'opération et la qualité d'usage. Pour se dire que, pour dire rapidement, la qualité d'usage, ça commence déjà dès le choix du terrain. Et en fait, on discute, on fait des ateliers avec eux sur comment, à chacune de ces étapes, eh bien, ces dimensions entrent en interaction et du coup aussi, comment ça permet à chaque acteur de trouver un aboutissement à ses réflexions sur la façon à la fois de respecter ses préoccupations et d'autres préoccupations qui transcendent un peu le projet et qui sont liées à l'usage et à la performance environnementale. Donc peut-être juste pour illustrer aussi l'effet retour sur l'architecte qui est donc maître d'œuvre d'une opération de ce type de démarche-là. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que on se rend compte en faisant par exemple ce premier permis de construire à Stein que nos commanditaires sont dans une position parfois on pourrait dire de faiblesse puisqu'ils vont être un occupant temporaire dans un projet urbain plus pérenne. Et on s'est rendu compte finalement, en faisant le projet, en le développant pendant les phases esquisses et jusqu'au permis de construire, qu'il y avait tout un tas de contraintes qui s'imposaient à nous et nos commanditaires n'arrivaient pas à imposer aussi la qualité de leur occupation. Et donc, une des premières manières qu'on s'est dit que de pouvoir améliorer ces opérations-là, c'était d'affirmer une compétence que nos commanditaires, donc toit temporaire urbain, ont de cette occupation temporaire pour pouvoir devenir un acteur fort de ce type de processus-là de fabrication de la ville qui pense aussi autant où le projet urbain se met en place. Et donc, on propose pour les suites de la recherche de réfléchir à comment ils peuvent se positionner dans ce paysage des nouveaux professionnels de la ville en transition, en fait. Donc, c'est vraiment cette idée de aussi faire monter en compétence la maîtrise d'ouvrage pour qu'on soit, en tant que maître d'œuvre, dans une meilleure situation pour ensuite faire des meilleurs projets. Merci beaucoup. On va donc suivre la règle qu'on s'est donnée. Donc, je vais passer la parole à, si vous avez des questions, s'il vous plaît, notez-les, à Ken Fitzsimmons, enseignant à l'ENSA Bordeaux et directeur du PAV. Oui, bonjour, merci Virginie. Donc oui, Ken Fitzsimmons, alors je suis maître de conférence à l'ENSA Bordeaux. À la différence du programme, je ne suis plus directeur de PAV, c'est mon collègue Olivier Chadouin, mais c'est une petite erreur. Je tiens à corriger pour qu'il n'y ait pas de malentendu. Donc mon intervention, en fait, sera peut-être un petit peu le mouton noir de la table ronde, parce qu'en fait, moi, je travaille sur non pas sur des projets qui sont en cours de réalisation, de conception et réalisation, mais des projets livrés. Il s'agit d'une étude post-occupancy assez classique d'appropriation, mais je vais quand même essayer d'articuler mon intervention avec les sujets, le sujet de la table ronde, qui est outre
voilà, la question du plan aux usages, la question des boucles de rétroaction de la recherche par rapport à la production. Donc peut-être pour commencer, je travaille avec une petite équipe sur 3 projets livrés dans la métropole de Bordeaux ces dernières années, qui ont été réalisés dans le cadre d'un grand programme dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle 50 000 logements, qui a été lancé en 2012-2013, qui consiste en la densification le long des lignes de transport en commun à Bordeaux, dans le cadre du lancement du tramway et de le redessin des lignes de bus. Et ce programme qui a été pondu par Bordeaux Métropole est géré par une entité qui s'appelle la Fabrique de Bordeaux Métropole, qui est un aménageur, c'est une SPL, une société publique, oui, je pense que c'est SPL, je ne me rappelle plus exactement de ce que veut dire le L. Et donc c'est une entité qui est dont les membres sont Bordeaux Métropole et les collectivités. Et donc c'est un aménageur public qui a une maîtrise foncière et qui peut donc impulser ou exiger un certain nombre de qualités et de critères auprès des promoteurs, qu'ils soient des bailleurs sociaux ou des promoteurs privés. Notamment en termes de prix de sortie. Au début, c'était sortir des logements en accession libre à 2 500 € le mètre carré. Aujourd'hui, c'est un peu plus pour des raisons qui ne nous échappent pas. Et donc, les 3 opérations que j'ai étudiées ont été produites dans ce cadre-là. Et dans chacun des 3 projets, il y a des innovations ou des petits plus que la FAB veut évaluer. Voilà. Donc, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a une correspondance entre la qualité d'usage réel des logements vécus par les habitants et tous ces efforts qui ont été mis dans leur conception et réalisation par les concepteurs, évidemment les maîtres d'ouvrage, les bureaux d'études et les entreprises. Alors, avant d'aller un peu plus loin, les 3 projets sans support visuel parce que ce serait peut-être trop long, donc je vous demande d'utiliser votre imagination. Les 3 projets sont un premier qui s'appelle Escale Verte, qui est à Bassens, qui est une des villes de la métropole bordelaise. Les architectes sont Aldebert Verdier. C'est 35 logements en accession sociale. Et ce sont des logements dans une configuration intermédiaire qui correspond à la définition qu'a donnée Caroline Bauer tout à l'heure. Ce projet a été livré en 2017. Le deuxième projet est à Bordeaux même. Il s'appelle la Résidence du Lac. Les architectes sont Bruno Rollet et DND, des agences parisiennes. C'est environ 150 logements organisés en plots avec accession libre et accession mixte. Et le dernier est au Bouscat, donc une autre commune de la métropole. Ça s'appelle Libération. C'est dans la rue de la Libération, mais il y a aussi cette connotation que c'est des logements qui vous rend libre. Et les architectes, dans ce cas-là, c'est Lébar et Signorin. Là, c'est une grosse opération, environ 440 logements, organisés tant en plots qu'en petits collectifs qu'en maisons en bande. Donc, il y a une grande diversité de typologies. Et là, il y a de l'accession sociale, de l'accession libre et une petite part de locatif social également. Et ce projet a été livré en 2019. Donc, pour faire un peu rapide sur les qualités, le premier, donc les 35 logements en accession en intermédiaire, le plus, qui est un peu le centre de notre recherche, c'est que chaque logement dispose d'un très grand espace extérieur. Les petites maisons en bande à rez-de-chaussée, évidemment, ont des jardins, mais les logements qui sont à l'étage, à R+1 et R+2, disposent de terrasses qui sont presque aussi grandes que les logements. Donc, on est autour de 80 mètres carrés pour les terrasses.
la deuxième opération, la résidence du lac, qui est en plot. Le petit plus dans ces logements, outre plein de qualités, des séjours qui ont des fenêtres sur deux côtés, une bonne séparation espace jour, espace nuit. Il y a une vraie exigence de la part des architectes qui est facilitée par la configuration en plot d'ailleurs. Mais outre cela, la plupart des logements bénéficient d'une pièce en plus. Alors c'est pas juste un genre de T3 qui est un T4, c'est littéralement une pièce qui a été payée beaucoup moins cher que un mètre carré courant, en raison du fait que ces pièces sont de l'autre côté d'une terrasse, donc extérieure à l'appartement même, et ne sont pas isolées, ont de l'électricité mais pas de l'eau, pas d'eau. Donc ces pièces sont considérées pour des raisons fiscales et dans les tantièmes de la copropriété comme des greniers ou comme des caves. Ce n'est pas de l'espace habitable à la livraison. Donc, ça permet à un budget ménage d'acheter quelque part un peu plus de surface et dans un temps ultérieur, peut-être isoler, aménager, améliorer ces 12 mètres carrés qui sont bien éclairés par une baie vitrée ainsi que par une petite fenêtre sur le côté. Donc, c'est vraiment 12 mètres carrés qui sont pas du tout dérisoires, mais qui ont besoin d'un petit peu de travail pour les rendre vraiment utilisables. Et à la fin de ma présentation, je soulèverai un des problèmes que cela présente pour la recherche. Troisième opération, et je terminerai avec la présentation des opérations. Il y a dans les 440 logements, en fait, il y a une grande diversité de tentatives de qualité. Par exemple, des expériences en co-living, donc des logements qui sont vraiment étudiés pour 2 adultes ou plus à cohabiter en gérant le rapport entre intimité et collectif. L'idée du home office, bureau à la maison, donc des maisons en bande qui disposent d'un espace attenant au logement, mais assez indépendant pour constituer un espace de travail, et aussi des logements qui ont un studio plus ou moins indépendant qui permet d'imaginer un parent âgé partageant la maison ou la sous-location à un étudiant, etc. Donc, il y a une grande diversité dans ce livre. Maintenant, un deuxième temps de cette présentation sur cette question de développement des savoirs sur les usages. Donc, j'ai parlé de boucle de rétroaction. C'est la boucle qui relie la production de savoir sur comment on habite, voilà, comment les habitants vivent leur logement, jusqu'à la diffusion de ces savoirs et leur exploitation. Donc, ma démarche est dans la première partie de cette boucle, c'est la production de savoir. Comment est-ce que ces innovations sont appropriées, reçues, habitées, investies par des habitants. Pour la deuxième partie, la diffusion, on en parlera à la fin, et évidemment sur l'exploitation de ces savoirs, pareil. Mais juste un petit rappel qui est que cette enquête, c'est moins un rappel que dire, c'est une enquête de terrain où nous allons auprès des habitants, mais également des maîtres d'œuvre et des maîtres d'ouvrage pour comprendre quelles étaient les intentions et quelles sont les appropriations. Et donc, c'est des entretiens, des questionnaires, de l'observation in situ dans les différentes opérations. Et donc, ça, je pense que c'est important de souligner que ce genre de savoir sur ce qui se passe une fois que voilà, les réserves sont levées, que les traites sont en train d'être payées, que les architectes et les maîtres d'ouvrage sont partis et maintenant c'est la copropriété avec un syndic, etc. C'est important de savoir ce qui se passe après, même si ça veut dire que les chercheurs ne sont pas forcément à ce moment-là embarqués dans le processus de production. Maintenant, sur
sur la recherche, les difficultés peut-être et les facteurs de réussite, parce que voilà, ça fait partie un peu du thème. Donc, mais comme je dis, même si nous ne sommes pas embarqués dans la réalisation, il y a un certain nombre d'observations que je peux proposer sur qu'est-ce qui facilite ou pas notre recherche, où il faut qu'on aille à la rencontre d'habitants, qu'on se fasse inviter chez eux, ils nous permettent d'enregistrer des conversations, des entretiens, ils nous permettent de faire des photographies de leur lieu, de leur lieu privé, hein, enfin pardon, mais le séjour, leur terrasse, leur chambre, etc., comment ils ont aménagé. Donc, quelques facteurs à prendre en compte pour entrer en contact avec les habitants et leur permettre et être invité. Le facteur de groupe de la part des habitants joue pour beaucoup. Donc, par exemple, sur une des opérations, la première, la plus petite, la difficulté du chantier a fait que il y a une cohésion de groupe. Ils ont souffert ensemble un chantier long et en retard, et donc ils sont organisés. Et donc c'était très facile une fois qu'on a pris le contact avec une personne d'entrer en contact avec d'autres. À la différence du deuxième projet, dont la production a été un peu plus classique et sans trop de difficultés, il y a plus d'individualisme. Les gens hésitent à nous parler. Il y a moins de bouche à oreille, tiens, je vais vous passer le contact d'un voisin qui peut vous témoigner de son expérience. Il y a beaucoup moins de ça dans la deuxième opération. Donc, ça joue pour beaucoup pour nous, le facteur groupe. Ensuite, facteur, ce que j'appelle la conscience de la singularité de l'opération. Ça peut nous jouer des tours. Quand on a dit aux habitants un peu trop que vous avez une très grande terrasse ou vous avez une pièce en plus, ça déforme un peu la façon dont les gens nous parlent, parce que voilà, ils ont déjà une idée de ce qu'ils pensent on veut entendre. Donc, ça peut constituer un petit danger, parce que ces innovations ou ces petits plus deviennent des mots-clés qui deviennent presque des mots valises. Et ça, il faut qu'on prenne un peu de distance avec ça en tant que chercheur et qu'on ait des astuces pour éviter de s'enferrer dans des discours un peu bateaux, tout faits sur le logement qu'on est en train d'étudier. Excusez-moi. Oui. Oui, est-ce que vous pouvez... Oui, ok. Donc, je vais conclure peut-être avec une dernière observation qui est pas des moindres. Donc, je vais juste la chercher, parce que j'ai pris plein de notes. Oui, c'est ce que j'appelle le facteur feu de la rampe. Alors là, par exemple, dans la deuxième opération, je vous ai raconté un peu le statut de ces pièces en plus. On éprouve énormément de difficultés à entrer chez les gens dans ce projet-là, parce que les gens nous demandent, mais attendez, est-ce que ce que vous allez voir et dire, est-ce que ça va avoir une incidence sur notre impôt foncier? Voilà, grosso modo. C'est-à-dire, attendez, j'ai mis de l'isolant, en fait, je l'utilise comme une chambre, je le loue en Airbnb. Les gens ont peur que le dispositif de recherche revienne un peu, parce qu'ils sont du coup sous le feu de la rampe, le reviennent via l'administration fiscale, par exemple, ou la copropriété qui, du coup, va changer les tantièmes et donc la part des charges. Voilà. Donc, c'est une des problèmes que nous rencontrons sur ce deuxième projet. Et voilà, je partage avec vous parce que ça suggère que peut-être certaines innovations dans le logement ne se prêtent pas à des recherches d'appropriation, parce que justement, les architectes ont un peu trop innové, ont trouvé des astuces qui font qu'il y a des choses que peut-être l'habitant ne voudrait pas dont l'usage se sache. Merci Voilà, beaucoup. merci. Je vais passer la parole à Guy Tapi, qui est donc sur le même projet. Non, Non, pardon. non, Excusez-moi. mais c'est pas grave. Donc, Ah, mais vous êtes à Bordeaux aussi. oui, voilà. Et vous êtes aussi au PAV. Oui, Ah, c'est ça, il y a exactement. deux. Et je connais pas Kent. Hein. Je vous veux pas connaissez m'entendre pas. parler. Et donc, il y a deux projets dans la même école, c'est ça? Voilà, Très bien, exactement. pardon. Dans le même labo aussi. Voilà, exactement. Alors, Guy Tapi, professeur de sociologie à l'école d'architecture et de paysage de Bordeaux. Donc, je suis membre de PAVE. Et moi, particulièrement, avec une équipe, je suis chargé du suivi d'une opération, un habitat coopératif pour seniors dans la banlieue bordelaise, à Bègles, une commune qui est très attentive à ce type de projet
Et le nom du projet s'appelle les Bobo-Yaka la Castagne. Alors, c'est une opération d'une vingtaine de logements sur une parcelle de 3000 m². Le permis de construire a été accordé à la fin de l'année 2023. Et pour les plus anciens coopérateurs, de manière informelle, le groupe a démarré en 2007. C'est juste pour situer la temporalité. Je ne vais pas entrer dans le détail, bien sûr, de ce qui s'est passé dans cette date-là. Alors, l'intention principale de la recherche, c'est quoi? C'est de dégager un modèle de ce type de projet du point de vue de sa fabrication et de la conception d'un lieu de vie. Pourquoi? Parce que on considère que c'est un mode d'habitat et un mode de production de l'habitat exemplaire et significatif d'enjeux contemporains par rapport à ce qui est les modes de production dominants, la promotion privée ou la promotion sociale. Alors en termes de recherche, c'est une étude de cas, donc c'est une méthodologie qualitative déjà appliquée et théorisée depuis de nombreuses décennies dans la recherche architecturale et urbaine. Donc on est bien sûr attentif à déterminer cette représentativité et cette exemplarité. D'ailleurs, il y a deux éléments originaux qui définissent le projet. Le format coopératif, ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'a pas déjà étudié. Bien sûr, on le connaît, mais c'est aussi le projet senior. C'est un lieu de vie tenant compte d'effets délétères du vieillissement. Et ces deux dimensions marquent le projet de vie architectural, la communauté résidentielle, qui est très importante parce qu'elle se définit en cours de route, et les fonctions attendues d'usage, orientées aussi vers la préservation d'une vie intime. Donc c'est vraiment là pour le coup des aspirations contemporaines d'arriver à lier collectif et individuel. Alors notre démarche suit un fil conducteur assez classique: replacer le projet dans les systèmes de production d'habitat des seniors et l'habitat coopératif, observer et analyser les processus de fabrication du projet, le calendrier, les systèmes d'acteurs, et au final analyser les pratiques des habitants et le projet une fois construit et une fois que les premiers habitants seront installés. Il y a 2 livrables qui sont programmés: un documentaire vidéo et la publication d'un ouvrage. L'équipe de recherche, elle est pluridisciplinaire, sociologue, architecte et vidéaste. Vous l'avez compris par rapport au documentaire vidéo qu'on a l'intention de faire. Alors, bien sûr, on travaille sur des données. On a déjà, on connaissait un peu le secteur de l'habitat des seniors. C'était très important pour pas naviguer à vue et recréer une étude sur l'habitat des seniors. On avait déjà eu un programme de recherche avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et à partir de 2022, on a commencé les entretiens filmés. On a aussi une observation participante qui va s'intensifier très densément dans l'année 2024 parce que les coopérateurs organisent des séminaires chaque mois. On a des contacts réguliers avec le groupe et on va établir une frise chronologique. Alors je voudrais aborder 4 points de méthode. D'abord, nous, notre position, c'est on a une démarche scientifique classique. Le chercheur construit son objet. Notre travail sur et avec les Bobo-Yaka s'appuie sur un tel projet de distance. En fait, bon, c'est notre postulat épistémologique, pour prendre un terme un peu pompeux, ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas d'échange avec le groupe. On en a fait un la semaine dernière pour présenter nos premières analyses. Mais enfin, bon, c'est vraiment, nous, on est plutôt, on va dire, chercheurs pur jus. L'idée, c'est de faire un documentaire vidéo. C'est une première pour notre laboratoire, même si dans notre laboratoire, on s'intéresse aux méthodes visuelles pour tracer les rapports entre architecture et sociologie. Et le visuel, il avait l'avantage d'incarner ce que sont les personnes et les lieux, ce que rend pas compte forcément l'écrit. Donc là, vraiment, cette figuration, elle est essentielle pour voir les personnes et les projets. Et puis, ça élargit le champ des destinataires. Ça a aussi des contraintes techniques, les prises de vue, le son, mais aussi scénaristique, puisqu'il faut élaborer une sorte de storyboard pour faire le montage. Alors pour le moment, on a des rushs, des idées, des exemples d'autres documentaires. Donc ça, c'est quand même un pari technique, peut-être moins méthodologique, mais au moins technique. Le troisième point que je voulais aborder, c'était faire s'accorder, on en a parlé un petit peu, Madame Vattier, tout à l'heure, le temps du projet, de l'action politique, par le biais du programme
engagé pour la qualité du logement de demain et celui de la recherche. Bon, et le temps de l'opération, il n'est pas raccord avec celui du financement de notre recherche par le ministère de la Culture. Donc, le financement sera clos avant l'observation de l'installation dans les lieux. Donc, là aussi, c'est un autre pari. On verra comment on va faire pour répondre aux contraintes administratives et financières de gestion budgétaire. Et c'est un réel problème quand on s'intéresse à des opérations qui ne sont pas terminées. Par contre, observer le projet en acte a un certain nombre d'avantages pour analyser les modalités de fabrique. Bon, ça aussi, c'est démontré depuis un certain nombre de décennies. Alors, il y a une autre incertitude là, c'est l'injonction à l'opérationnalité. Là encore, c'est pas nouveau, mais il faudrait bien s'entendre sur ce qu'il recouvre, et aussi peut-être moins sur ce programme parce que je l'ai pas vécu, mais sur d'autres, c'est l'injonction à la communication, à la médiatisation. Par contre, ça c'est nouveau, quoi. Et quelquefois, on n'a pas les résultats de la recherche, qu'il faut communiquer dessus. Donc, vous voyez un peu la position d'équilibriste dans laquelle on se trouve. Et puis, le dernier point que je voulais développer, c'était ce qu'on souhaite faire dans ce projet, c'est caler le niveau d'observation avec nos ambitions théoriques. C'est-à-dire que quel est le problème dans la dynamique du projet? En fait, on souhaite accéder au cheminement des personnes, à leurs actions, à leurs sentiments, à leurs émotions, aux interactions. Donc, parfois, un niveau d'observation pour saisir en fait l'épaisseur humaine des enjeux, la valeur des expériences individuelles et personnelles. Et les entretiens, bien sûr, font ressortir cette ambition, mais c'est quelquefois pas facile à retravailler avec les personnes et surtout, en fait, à en rendre compte, quoi. De trouver un style d'écriture qui corresponde à cette analyse qui nous permette pas simplement de dire l'usager, mais c'est de dire la personne qui a un certain âge, qui est confrontée à un certain type de problème, qui s'engage dans un projet, qui renvoie à son histoire, à sa biographie. Donc voilà, c'est nous, notre ambition, elle est là aussi de faire en sorte que l'usager ne soit pas un concept abstrait, mais je crois que mes collègues partageront mon avis, et c'est sur cet avis que je vais terminer ma présentation. Merci beaucoup. Donc, je vais faire un petit point d'étape pour ceux qui ne seraient pas assez attentifs. Donc, on a eu les deux premières personnes étaient donc sur de l'habitat temporaire qui est en phase de dépôt d'un permis de construire, donc associé avec un dispositif de recherche qu'on pourrait caractériser de relativement imbriqué quand même, et les choses sont en train d'avancer. On a parlé tout à l'heure donc à l'instant avec Monsieur Fitzsimmons sur un dispositif qui est après coup, c'est-à-dire 3 opérations qui sont terminées et sur lequel finalement de manière assez classique, puisqu'on a déjà dans la recherche des résultats sur ce genre de démarche, donc une sorte de on pourrait dire d'évaluation sur finalement est-ce que les attendus correspondent, plutôt les attentes correspondent à ce qui est finalement constaté. Et puis avec Monsieur Tapie, un système qui est peut-être là aussi en correspondance, mais avec une distance peut-être plus grande que dans le premier cas, n'est-ce pas? Vous suivez toujours. Et maintenant, nous allons donner la parole. Donc, pour revenir à l'ordre, excusez-moi, je m'étais un peu emmêlé les pinceaux. Donc, avec Laetitia Lesage, enseignante-chercheur à l'ENSA Paris-La-Villette et dans l'agence Le Méro. Merci. Oui, je suis une des 3 associées de l'agence Le Méro Architecture. Notre pratique est essentiellement tournée vers la production de logements, qui est assez diverse, et on travaille beaucoup les plans pour essayer de les faire se rapprocher le plus possible d'une appropriation par les habitants. Et on a notamment mis en œuvre par 2 fois un principe qu'on a appelé l'entrepièce et qui pourrait finalement être la petite sœur de ce que Caroline Bauer a montré tout à l'heure, de la pièce polyvalente d'Alain Gillot. C'est assez marrant de voir finalement ces filiations possibles du travail, de la pratique et finalement
innovations qui se relaient. Si je suis ici, alors c'est pour parler je pense, du projet sur les 97 qui n'a pas de recherche associée, qui est lauréat mais sans recherche associée. Donc je viens couper un peu cette longue filiation là. Donc c'est un projet de 20 logements en habitat participatif à Bordeaux aussi. Donc Bordeaux semble être la ville qui a apporté beaucoup d'innovation dans le quartier Brazza. Je vais donc être assez brève, mais ce que je voulais juste faire émerger, c'est finalement comment nous, praticiens, avons pu proposer de l'innovation et quels acteurs ont permis finalement, d'une certaine façon, de nous mettre le pied à l'étrier. Il y a le premier acteur, c'est évidemment la maîtrise d'ouvrage. Et en l'occurrence, là, c'est un maître d'ouvrage qui s'appelle Le Col, qui est une coopérative, un bailleur social coopératif, qui avait pour projet donc de construire 20 logements en accession sociale avec un principe de participation des habitants. Le deuxième acteur, qui est pas le moindre, c'est Youssef Tomé, qui était l'urbaniste du quartier Brazza sur lequel l'opération s'est située, et qui avait inscrit dans sa fiche de l'eau, et d'ailleurs dans la quasi-totalité des fiches de l'eau du quartier, le principe du volume capable. Je fais un petit aparté, le lauréat en programme logement de l'Équerre d'Argent est aussi une opération qui s'est développée sur ce concept du volume capable. Donc on voit que c'est une idée qui est assez porteuse pour aller rechercher finalement une réponse à une évolutivité, une flexibilité, une appropriation du logement par les habitants. Et donc nous, on a juste fait finalement ce qu'on sait faire, c'est-à-dire essayer de mettre ça en musique sur à la fois la question de programmatique et la question participative. Ce qu'on a fait, et c'est marrant parce que le thème de cette table ronde, c'est le plan, excusez-moi, le plan des fonctions. Voilà, du plan aux fonctions et aux usages. Là, c'est presque finalement la coupe qui a été plutôt notre maître mot, donc, puisqu'il y avait la question du volume capable. Elle s'est présentée un peu en 3 points. Je vais aller assez vite. On a d'abord convaincu à la fois le Col, mais aussi sur l'îlot, il y avait le groupe Eiffage et Aquitanis. Et donc, il y avait 2 programmes qui devaient être accolés, un parking silo et le programme des 20 logements. On a convaincu les 3 maîtres d'ouvrage de mutualiser un peu les programmes et d'aller construire les logements au-dessus du parking silo plutôt que de les mettre accolés. Ce qui fait que finalement, dans la coupe, depuis le rez-de-chaussée jusqu'au toit terrasse sur lequel s'est posé le programme des 20 logements, on a réussi à construire ce qui fait beaucoup de l'habitat participatif, c'est les programmes communs. Et donc, au rez-de-chaussée, on trouve la salle polyvalente. Le toit sert de terrasse partagée pour l'ensemble des 20 foyers. Et puis, ils ont souhaité installer un studio d'accueil, une chambre, disons, qui pouvait accueillir la famille, les membres de famille qui pouvaient venir visiter. Ensuite, peut-être le deuxième élément de coupe, ça a été la construction, d'un principe constructif. On a mis en œuvre ce volume capable grâce à un système constructif basé sur une structure métallique qui permettait une grande portée et finalement de fabriquer une grande halle qui allait accueillir les 20 logements sous ce grand volume. Ce qui nous a permis en fait de se dire voilà, le clos couvert d'une certaine façon existe, et puis à l'intérieur il suffira, et c'est ce qu'on a fait en dialogue avec les 20 foyers, de découper cette grande halle à la fois avec les possibles, parce que c'est quand même une question de moyens financiers à la fin pour les foyers, de leurs envies, de leurs besoins. Et on a fait
voilà, un travail de découpe d'une certaine façon et d'aménagement du volume pour répondre à ces trois objectifs des foyers. Et puis, peut-être que là où l'école a été très innovant d'une certaine façon, c'est que cette question du volume capable, ils l'ont poussé jusqu'à l'idée du logement à finir. Et donc, nous, le travail qui a été un petit peu euh, périlleux ou compliqué, c'était d'imaginer quand même avec les habitants le in fine, et puis de le laisser quand même dans un état chantier à finir par les habitants s'ils le souhaitaient. S'ils voulaient le faire finir par les ouvriers du chantier, c'était fait. S'ils voulaient le finir eux-mêmes, c'était possible. Donc voilà, il y avait un peu ces thématiques-là. Et je voudrais juste du coup conclure pour dire que évidemment que quand on met ça en place, nous, architectes, on aimerait assez avoir un retour d'expérience pour se dire ce qu'on a pu imaginer, et puis même dans des temporalités très différentes. Est-ce que à la livraison, comment ça se passe? Dans 10 ans, comment ce volume capable, parce que l'idée du volume capable, c'est de laisser la possibilité au logement de s'agrandir, c'est-à-dire que c'est du volume qu'on peut aller construire un plancher pour se construire une chambre de plus. Enfin, voilà. Donc comment ça peut évoluer? Ouais, mais ça, c'est finalement de la recherche qu'on a vue et entendue. Il y a une autre question, moi, qui m'intéresse en tant qu'architecte, qui fait du logement aussi dans un cadre plus, disons, classique. Je ne sais pas si c'est classique d'ailleurs le mot, mais en tout cas, on fait pour du bailleur social, mais aussi de la promotion. C'est l'idée qu'à un moment donné, comme c'est de la vente sur plan et que les gens s'engagent sur un montant d'investissement qui est assez lourd, c'est très difficile de faire passer sur plan une idée autre que ce que chacun connaît déjà. Et finalement, comment la recherche qui est menée sur l'innovation dans le logement peut percoler pour que des investisseurs ou que des bailleurs puissent se dire oui, je peux tenter ce plan-là parce que derrière, finalement, ça apporte quelque chose de, de plus intéressant pour les habitants qui vont venir s'y installer. Voilà, je m'arrête. Merci beaucoup, c'était très clair. On se propose de vous trouver des chercheurs si vous voulez. Non, enfin, cela dit, juste pour intervenir, on l'avait fait. Je me souviens, je sais plus qui avait dit cette phrase. Je me demande si c'est quand j'étais étudiante, mais que l'architecte c'était comme le criminel, il ne revenait jamais sur les lieux de son crime. Pour l'entrepièce, on y est allé parce qu'on a fêté un peu les 20 ans de l'agence et cette question du logement. Voilà, nous intéresse beaucoup et on avait fait une exposition à Archilibre qui est juste en face de l'école et pour le coup on s'est dit faut quand même qu'on aille voir ce qu'on avait imaginé, comment ça vit. Donc on s'est comment dire mouillé. Oui, et puis on s'est un peu improvisé sociologue. Enfin, on est allé faire des entretiens, mais évidemment on ne sait pas les faire. Enfin bon, mais n'empêche que c'était d'abord c'était très intéressant parce qu'on a vu des choses qui avaient marché et d'autres choses qui avaient été vraiment acceptées, enfin qui avaient été vraiment appréciées, notamment sur l'idée qu'on pouvait faire le tour dans le logement et donc agrandir les parcours qui étaient possibles et donc avoir l'impression que le logement était plus grand. Et on se souvient qu'on avait mis quelques phrases comme ça en exergue dans l'exposition de quelqu'un qui nous disait j'ai l'impression d'une très grande liberté dans mon logement. Et bon, ça pour nous c'était le Graal, quoi. Et donc, c'est vrai qu'on peut s'improviser, mais on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément, et puis on ne sait pas forcément le faire. Et donc, c'est vrai que d'avoir ce retour d'expérience, c'est important. Merci. Donc, je vais passer la parole maintenant à Alexandre Négou, architecte urbaniste et enseignant à l'université Paul Valéry. Donc, c'est à Montpellier. Vous avez la parole. Merci. Pour 10 minutes. Je vais faire court.
Donc, je participe à cette table ronde avec une double casquette, à la fois celle de l'architecte de l'opération qui est en question. Il s'agit de l'îlot vert de la Soulondre. C'est une coopérative de 22 logements qui se trouve dans les contreforts de Cévennes à Lodève, dans une petite commune de 13 000 habitants. D'autre part, en tant qu'engagé dans les questions de recherche, dans le cadre du laboratoire NAVU, Centre de recherche sur l'habitat, avec justement des questions sur les processus opérationnels et les logiques de conception. La coopérative, la situation qui est donnée et qui se présente, elle était plutôt intéressante puisqu'il s'agit d'une coopérative de taille relativement équivalente à ce qu'on trouve par ailleurs, dans des localisations qui sont plutôt courantes, c'est-à-dire en général en dehors des métropoles, et également, par contre, avec une particularité, c'est une vitesse opérationnelle qui est relativement rapide pour ce type d'opération, parce que pour une coopération dont les habitants ont eu une initiative en 2021, il est prévu qu'elle s'achève en 2025. Donc 4 années de processus opérationnel, dont 1 an et demi de chantier, ce qui est relativement rapide pour ce genre d'opération. Donc, ce qu'on a proposé dans le dispositif engagé pour le logement de demain, les qualités de logement de demain, c'est deux angles. L'un, c'est une interrogation qui revient souvent dans la littérature sur les coopératives, sur les processus opérationnels et les modalités de l'action collective. La recherche est riche sur le sujet. Claire Cariou, Véronique Biot, Anne Dorazio, Marilène Paquet ont travaillé systématiquement sur ces projets-là, ont relevé des retours d'expérience d'autres coopératives avec lesquelles on pourrait se comparer. D'autre part, de regarder, de documenter les processus de conception et finalement les mécanismes de conception, avec l'hypothèse qu'en vérité, il n'y a pas une étanchéité entre les choix des processus opérationnels et les choix de conception, et que en vérité, ces deux choses-là se nourrissent d'une manière ou d'une autre, et que les choix d'un côté se répercutent de l'autre côté. Donc là-dessus aussi, on a trouvé qu'il y avait une richesse à interroger un peu les modèles d'habiter, les partis pris de conception, les dispositifs qui étaient engagés, et j'y reviendrai lorsque j'évoquerai un peu les quelques résultats et les quelques pistes qu'on a pu souligner. Alors en termes de dispositifs de recherche, la situation est un peu singulière puisque l'architecte maître d'œuvre était aussi engagé dans la recherche. Donc comment faire dans ce dispositif-là? D'abord documenter le plus possible, documenter les réunions, documenter les moments d'interaction avec les habitants, refaire collectivement des frises de l'ensemble de la chronologie des opérations. Deuxièmement, assumer ce type de recherche embarquée, c'est-à-dire d'une part dialoguer avec les habitants, associer les habitants et les parties prenantes à la question de recherche, c'est-à-dire mettre en place des moments de réflexivité qu'on est en train de faire, à quoi ça sert, pourquoi on le fait, en quoi ça a une richesse. Et d'autre part, chercher une supervision, notamment dans la personne de Khadija Mamou, de l'école d'architecture de Montpellier, sociologue, qui offre un regard extérieur en étant moins impliqué dans le processus, moins engagé, en n'étant pas partie prenante au processus opérationnel, pouvait fournir des inserts méthodologiques, des modalités d'analyse qui étaient moins biaisées peut-être. Voilà. Donc moi, ce qui m'a semblé intéressant dans ce dispositif-là, c'est que c'est un point de vue privilégié sur les processus de conception, en tant que tel, il contribue à d'autres retours d'expérience qui sont sur le sujet. Alors, qu'apprend-on de ces processus-là? À quel stade se trouve le processus? Aujourd'hui, on est en phase de passation des appels d'offres, des marchés de travaux, donc le chantier démarre bientôt. Les grands choix de conception sont réalisés. Les grands arbitrages de financement de processus sont là, donc on peut documenter tous ces éléments-là. Et puis, que peut-on dire? D'abord que il y a des résultats à obtenir sur des bonnes pratiques de processus d'action collective et les processus opérationnels. Là, il y a la construction d'une confiance réciproque entre les acteurs, il y a eu des partages de risques qui ont été estimés justes par l'ensemble des parties prenantes, et l'ensemble des parties prenantes sont mis sur un pied d'égalité pour travailler justement cette question-là de comment aller vite sans
que les risques soient inégalement répartis entre les différentes parties prenantes. Là, c'est un point de vue, un point qui me semble intéressant. Il y a un deuxième point de vue, c'est le fait à quel moment les innovations techniques, spatiales, architecturales, d'habiter sont intervenues. En vérité, sont intervenues à des moments qu'on attendait le moins. Par exemple, les questions de flexibilité, de volume capable sont intervenues non pas au moment d'imaginer la polyvalence de ces espaces, mais au moment opérationnel où il a fallu imaginer une manière de remplir la coopérative au fur et à mesure de l'arrivée des habitants. Donc, vous voyez, ça intervient à un moment qu'on n'attendait pas. Donc, également, les questions de mailles constructive. On a vu les questions de la maille de 90 cm sur un exemple que je ne connaissais pas personnellement. Mais en vérité, on a dû les mobiliser pour des raisons de praticité, de dialogue, de facilité d'échange avec les habitants. Qu'est-ce qu'on a pu voir d'autre? C'est un point de vue qui me semble assez important, c'est que avec des collectifs mobilisés, intéressés par la construction et la réalisation de leur opération, ben en vérité, les questions de visuelles, les questions d'aspect du bâtiment ont été secondaires par rapport aux choix constructifs. Et en vérité, ces choix constructifs n'étaient pas du tout neutres. Ils avaient des sous-tendus politiques. Ils revenaient chacun avec un imaginaire, avec une poétique de ces choix constructifs. Et en vérité, le choix collectif qui s'est fait, c'était en fonction également de ces paramètres, non pas seulement en fonction des paramètres économiques. Donc ça me semble particulièrement important, puisque en vérité, la technique n'est pas du tout neutre. Et il convient d'approfondir ces questions-là. Et enfin, un dernier point que j'aimerais souligner, peut-être qu'il y en a d'autres, c'est sur les questions d'aménagement de l'espace, d'aménagement de son propre logement. Les questions d'intimité sont posées très différemment selon les profils de ménage avec lesquels on a interagi. Les modèles d'habiter, ça a été évoqué tout à l'heure, sont intervenus fréquemment, c'est-à-dire que souvent l'expérience passée d'habiter laissait son empreinte sur les choix qui étaient faits aujourd'hui, mais aussi une question de projection sur l'avenir, sur son parcours de vie, sur l'avenir d'habiter et du ménage qui s'installait à cet endroit-là, qui sont intimement liés au profil des coopératives, c'est-à-dire des coopératives qui s'engagent pour 25, 30 ans avec des habitants qui comptent rester là dans cette configuration pendant longtemps. C'est un changement important, je crois, entre ce type de production et d'autres productions où le temps d'habiter envisagé, il est beaucoup plus court. Voilà. Donc certainement d'autres éléments à ressortir qui ressortiront de cet échange, mais j'ai l'impression qu'à partir d'une opération qui n'est peut-être pas représentative, mais qui a son exemplarité à elle, on permettra peut-être de tirer plusieurs pistes sur d'autres types d'opérations. Je m'arrête là Pardon. Merci beaucoup. Non, moi, je voudrais, donc, on a à peu près tenu le pari, donc on a 20 minutes pour débattre entre vous, avec moi et avec la salle. Moi, il y a quelque chose que je voudrais soulever déjà. Je trouve que ce pari de faire travailler des chercheurs et des architectes est un pari qui est extraordinairement ambitieux. Et je trouve que le fait de la très grande variété que vous présentez illustre à la fois les difficultés et les richesses de cette démarche, puisqu'on peut avoir un architecte qui est en même temps chercheur, des chercheurs qui ne sont pas architectes. Je ne sais pas, vous êtes peut-être architecte, Monsieur Tapie? Non. Donc des chercheurs qui sont sociologues et qui ne sont pas architectes, d'autres qui sont architectes et qui aimeraient peut-être travailler avec des chercheurs. Donc une très grande variété, et en même temps, on sent des questions qui sont des questions, je pense, à la fois effectivement de modèles de recherche, mais aussi de temporalité. Est-ce qu'on est avant, après, pendant? C'est effectivement pas le même genre de recherche que l'on peut mettre en œuvre. Et puis aussi peut-être sur les ambitions. Quelqu'un a prononcé le mot de documentation. Comment on rencontre des résultats de la recherche, sachant que souvent la recherche produit une littérature qu'on appelle pour un peu la caricaturer, la littérature grise, c'est-à-dire une littérature qui ne circule pas beaucoup, y compris dans les écoles et dans les lieux d'enseignement, puisqu'elle est quelque part assez mal diffusée dans un placard.
Donc, je voudrais peut-être me tourner d'abord autour, avant de poser de demander à la salle de poser des questions, peut-être simplement de dire quel est finalement le résultat attendu, parce que la question de la recherche, c'est aussi tendre vers un résultat. On a dit peut-être avec Monsieur Tapi que le résultat, c'était aussi de se poser la question du type de documentation, et que cette documentation était toujours trop rapide, peut-être par rapport aux attentes des commanditaires, et qu'en même temps, si elle est trop tardive, peut-être que déjà, on le sait bien, le contexte a changé. Enfin bref, on est toujours un peu dans une tension entre ce que l'on voudrait pouvoir faire connaître, les résultats et la montée en généralité qui est nécessaire en recherche, et puis l'état du monde et de la société qui lui-même continue à courir. Donc c'est un peu, peut-être un peu vague ce que je dis, je sais pas. Peut-être je pourrais vous demander de commencer. Oui, alors. Qu'est-ce qu'on attend de cette Oui, Qu'est-ce qu'on en attend? C'est un peu la question piège parce que je viens je sais. la poser à Guillaume aussi, mais finalement, à la fin, qu'est-ce qu'on va produire? Non, ce qu'on peut dire, c'est que nous, pour l'instant, on a envisagé un objet intermédiaire que sont ces mémentos. Alors, je vais la faire très courte, mais dans ce qui a été présenté ce matin sur les innovations du plan construction, il y a eu aussi des innovations du PUCA, enfin du plan construction et architecture, puis du PUCA dans les années 80-90 autour de programmes sur l'usage et la conception de l'habitat. Il se trouve que moi, j'ai participé à la toute fin de ces programmes qui portaient sur des équipements avec le CSTB, et c'est dans ce contexte que on avait commencé à élaborer ces fameux mémentos qui ne proposent pas que des solutions et des bonnes pratiques, mais qui présentent à la fois le lien entre des solutions architecturales, des intentions d'usage et même des problèmes de vie quotidienne. Et donc, ce qu'on se dit, c'est qu'il y avait eu des vraies difficultés qu'avait rencontrées le CSTB à l'époque à produire ce type de documents sur les différentes formes d'habitat. Et c'était presque plus facile d'aller sur les équipements. Donc là, on va essayer de produire ce type de support sur des formes d'habitat différentes. Donc, il y avait eu l'habitat des personnes âgées. Et là, ce qu'on a dit à nos commanditaires, c'est qu'on ne pouvait pas traiter l'habitat en général. Donc, on a travaillé sur, par exemple, les femmes seules avec enfants. Et l'idée, c'est donc d'avoir aussi cet autre mémento sur le montage d'opérations. Et ce qu'on se dit presque plus en termes de diffusion, l'idée qu'on avait avec les collègues et là avec Guillaume, c'est que les écoles d'architecture vont être les premiers lieux de diffusion. Et j'ai fait l'expérience, sans être architecte, mais j'enseigne avec des architectes sur des formes d'appropriation des mémentos sur les équipements. Et on voit que ça permet d'acculturer aussi les jeunes architectes à la programmation, de faire le lien entre programmation et conception. Là, l'idée, c'est de faire vraiment maintenant aussi le lien programmation, conception, construction, et finalement de tester avec des étudiants l'appropriation possible de ce type de support dans un positionnement futur de l'architecte de plus en plus aux différentes étapes du projet. Très bien, merci beaucoup. Quelqu'un voudrait... Oui, j'ajouterais peut-être que, en vérité, ce type de dispositif renvoie à plusieurs niveaux les retombées possibles. D'abord, il y a des retombées effectivement en termes de bonnes pratiques, d'innovation qui peuvent être révisées différemment. Nous, l'agence, on apprend en tant que des processus qu'on a à mettre en œuvre et on construit une expérience qu'on n'avait pas. Mais en deuxième lieu, il y a peut-être des éléments de preuve, on va dire, de documentation et de certaines hypothèses qu'on peut faire, notamment entre le lien entre les processus de conception et le résultat des plans de conception. Finalement, nous, on comprend au fur et à mesure que toutes ces innovations sur la question de pièces en plus, de pièces neutres, d'espaces capables, etc., ne viennent pas sans un contexte opérationnel dans lequel ils doivent s'insérer et un contexte de conception et des besoins auxquels ils doivent répondre. Et en vérité, l'objet, la pièce en plus,
c'est un objet qui en vérité est artificiel puisqu'il intervient dans des situations très très différentes ou il est mobilisé de manière très très différente dans les différentes opérations. Sa signification pour les habitants, sa signification pour l'opération peut être très très fluide. Ça c'est un élément. Et puis un dernier élément, peut-être sur les questions d'ouverture sur des champs de recherche. À mon avis, il y a une ouverture sur le champ de recherche sur l'usage, mais qui doivent être nettement plus fines. On a beaucoup parlé de la topologie de la topologie des appartements. On a beaucoup parlé de la manière dont on aurait pu mettre en place des dispositions qu'on appelle en plus. En vérité, on découvre que des caractéristiques dimensionnelles des typologies existantes, c'est-à-dire juste une pièce avec les bonnes dimensions, avec une fenêtre placée au bon endroit, avec une porte placée au bon endroit, des choses qui sont toutes bêtes de la conception, dans la conception architecturale. Mais tous ces éléments-là, en vérité, ils ouvrent des champs de possibles, ils ouvrent des possibilités d'adaptation et de mobilisation qu'on n'imagine pas. Et en vérité, c'est peut-être un nouveau champ de travail, en vérité, pour l'architecte. Voilà. Pardon. Merci beaucoup. D'ailleurs, en vous écoutant parler, je pensais à Monique Eleb, parce que tout le monde rend beaucoup d'hommages en ce moment. Et Monique Eleb, qui est disparue donc cette année, enfin en 2023, avait beaucoup travaillé, notamment avec d'autres sociologues, par exemple Claude Prelorenzo, sur les résultats du pan ou de l'Europan, je me rappelle plus. Il y avait déjà cette histoire, enfin déjà on a vu quand c'était déjà dans les années 70, on en parlait, donc c'est pas encore, il y avait encore cette question donc de l'usage d'une pièce qui pouvait être ouverte ou fermée ou servir définitivement à un membre de la famille, ou au contraire être restituée comme un espace supplémentaire à une famille qui a changé. Et donc la question effectivement de l'évolution dans le logement était posée. Ça c'était il y a 20 ans, à mon avis. Mais ce qui est posé aussi, et je me rappelle d'Yvonne Bernat, c'était la question du déplacement d'une résidence à l'autre, qui pose la question différemment en disant finalement est-ce qu'on a vraiment besoin d'un logement évolutif? C'est compliqué, c'est lourd. Et je me rappelle Morios disait qu'il avait participé à une opération. Les gens n'en ont jamais profité parce que c'était vraiment trop compliqué. C'était sans doute un de ceux qui avaient été dans les REX à l'époque. Et finalement, il vaudrait mieux aider les gens à changer de logement plutôt que de les obliger à rester et à creuser leur trou dans quelque chose qui finalement est très compliqué. Enfin bon, bref. Vous voulez réagir? Oui, j'allais rebondir parce que avec la pièce en plus évoquée par Alexandre, j'ai senti une pierre dans mon jardin, comme on dit. Et justement pour rebondir sur la question de la matière grise, et voilà, comment est-ce que les savoirs qui sont produits peuvent être diffusés et être exploités dans de nouveaux projets. Alors, il s'avère que dans le cas de l'opération avec la pièce en plus, les architectes et le maître d'ouvrage ne sont pas partis avec la FAB en disant tiens, on va faire une opération avec pièce en plus. C'était un dialogue compétitif en fait avec les équipes de maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage sur un site. Et c'est dans l'élaboration du projet par les architectes qui travaillaient avec Vinci sur ce projet que les architectes ont eu cette idée. En étudiant le site, c'était vraiment ça a émergé non pas avec des habitants parce que c'était pas participatif, ça a émergé dans le projet, l'idée de pièce en plus, donc c'était pas donné d'avance. Et une fois que ça émerge, quel architecte dans un processus comme ça de dialogue compétitif a le temps de dire oh, on ralentit, maintenant on va aller consulter la matière grise, les rapports CSTB d'il y a 20-30 ans, parce que cette histoire de pièces en plus sous différentes formes évidemment existait. Et il y a un vrai problème de temporalité là et de pratique dans le feu du projet. Là, je parle en tant qu'enseignant qui TPCAE, qui est à la fois dans l'atelier de projet et dans l'initiation à la recherche. Comment est-ce que on peut, dans le feu du projet, avoir le temps pour se renseigner sur une question comme ça qui émerge? Alors, comment? Oui, c'est difficile. Donc, moi, je pense qu'il y a un enjeu dans la formation et en France, dans le système de formation des architectes, on a les ateliers de projet, mais on a aussi le mémoire. Je pense que c'est vraiment une opportunité, ce deuxième cycle de master, d'inculquer quelques habitudes chez les étudiants, d'aller consulter justement cette matière grise. Si ils s'intéressent aux distributions parcoursives ou s'ils s'intéressent aux grandes terrasses, ben voilà, est-ce que Aldebert-Verdier, les architectes, ont consulté, se sont renseignés sur les retours sur expérience des opérations en gradin
de Android Para, par exemple. Je ne pense pas. Mais il faut qu'on travaille dans l'enseignement, dans la formation, à inculquer ces petites habitudes, peut-être prendre le temps au moins pour se renseigner un peu. D'accord. Est-ce que quelqu'un veut dans le groupe? Oui. Je suis pas sûre de répondre à la question, mais moi, ce que je trouverais intéressant, en fait, ce qu'on voit là, c'est qu'il y a tout un tas de recherches qui sont quand même dans des niches, de l'habitat participatif ou de maîtrise d'ouvrage éclairé, qui commencent sûrement à faire que les habitants se rendent compte que le logement comment dire, il y a une dimension citoyenne dans le dessin de logement, dans la construction de logement, dans la fabrique. Et je trouve que si on arrivait à faire monter ça un petit peu et que finalement chaque citoyen se sente un peu partie prenante de ce qui se fabrique aujourd'hui ou de ce qu'on fait. Enfin, nous, on a été confrontés à une décision d'ANRU qui démolit une barre qui n'a, enfin, je pense au travail de la Catron Vassal qui se bat là-dessus, mais on a été confrontés à ça et c'est un échec très cuisant de voir qu'on n'a pas réussi à convaincre qu'il ne fallait pas démolir cette barre. Et en fait, je pense que les habitants ne se sentent pas légitimes à défendre pourtant un habitat qui leur est quand même cher. Et je trouve qu'il y a une forme de deux poids, deux mesures. Et comment on pourrait amener qu'à un moment donné, ce qui se développe là, avec une appropriation forte et des habitants qui du coup, voilà, sont partie prenante de du cadre de vie dans lequel ils vont être, comment ça peut aussi faire émerger l'idée qu'à un moment donné, tout un chacun chez soi peut réclamer l'idée que c'est chez soi. Bon, excusez-moi pour la formulation. Monsieur Tapis, vraiment une petite remarque, parce que si on peut donner une question à la salle, je crois que ce sera formidable. Non, oui, il y a deux remarques juste sur Deux alors. L'effet de niche. C'est parce que c'est un effet de niche. C'est parce que on met ces projets dans une niche. Donc c'est politiquement. C'est politiquement, c'est socialement. Donc effectivement, c'est pas simplement des structures qui vont proposer des alternatives. C'est qu'à un moment donné, et on le voit bien pour l'habitat coopératif, il y a un effet vitrine parce qu'il y a des initiatives citoyennes qui s'inscrivent bien sûr dans les temps présents. Et après, pour effectivement aboutir finalement au projet, c'est un parcours d'obstacles. Et là, on ne comprend pas quelquefois les politiques publiques dans ce domaine-là. Donc, la niche, elle est construite. Puis après, bon, je voulais juste rebondir sur l'idée de comment on peut être architecte, concepteur d'un projet et en même temps chercheur. Pour moi, c'est, enfin voilà, c'est ma position. Hein, je trouve que c'est de la confusion et que peut-être que on croit à un moment donné que c'est productif, mais moi je suis pour effectivement baliser clairement le travail du chercheur et le travail du concepteur. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas d'outils de médiation. C'est ce qu'a montré Joudel au travers du memento. Le memento, voilà, mais c'est pensé. C'est pas simplement on discute les deux et puis on voit ce que ça produit. Enfin, moi, Merci beaucoup. On est presque à la fin. Est-ce qu'on peut ouvrir la discussion à la salle? Je me tourne vers. Oui, on peut quand même. Donc, on peut quand même ouvrir la discussion vers la salle. Si quelqu'un ou quelques personnes ont des questions, merci de les poser. Bonjour et merci beaucoup et bonne année aussi. Donc, je suis Haman, architecte. Je félicite les gens qui ont présenté leurs documents. En fait, moi, c'est un plaidoyer. J'aurais voulu voir par rapport à tous ces usages, les immeubles ou les logements qui sont construits en terre, en pierre, en bois, pour voir cette diversité. Et l'autre constat, est-ce qu'on a les mêmes éléments dans les outre-mer? Est-ce qu'il y a une étude comparative avec les outre-mer? Merci. Avec les autres? Les outre-mer. L'outre-mer, pardon. Excusez-moi, l'outre-mer.
Écoutez, là, personne ne travaille sur l'outre-mer, mais je me tourne vers Lola Davidson. Oui, alors dans le cadre du programme Engagé pour la qualité du logement de demain, on a quatre projets en Outre-mer, 2 à Mayotte et 2 en Guyane qui sont lauréats et pour lesquels, mais qui sont encore pas assez avancés pour qu'on puisse montrer des images, mais qui sont aussi accompagnés par de la recherche et sur lesquels il y a des travaux de développement de la filière bambou et torchis à Mayotte et terre crue en Guyane. Une autre intervention? Bon, bah, écoutez, donc moi je vous remercie. Donc je remercie l'assistance et je remercie donc les participants à cette table ronde. Et puis donc je souhaite tous de continuer cette recherche que j'espère productive.